on en a un petit peu parlé ce matin. Emmanuel l'a évoqué dans ses trends, justement. Mais avant de commencer les échanges, ce qui serait bien, c'est qu'on redéfinisse bien ce qu'est le social selling, et notamment pour chacun d'entre vous. Du coup, Sébastien, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le social selling chez Microsoft ? Alors, le social selling, d'un point de vue Microsoft, donc c'est sur du B2B d'abord, et c'est la capacité de former ses commerciaux à l'utilisation des réseaux sociaux pour les aider à détecter des nouvelles opportunités business, voire accélérer des business en cours ou débloquer des business en cours. Qu'en est-il de ton côté chez AXA ? Alors pour AXA, la petite différence, c'est qu'on est à la fois sur du B2B, clientèle entreprise, chef d'entreprise, et également sur du particulier. Et après, on est sur les mêmes problématiques, aller prospecter de nouveaux clients et fidéliser les clients existants. Alors, ça a nécessité beaucoup de formation en interne, une acculturation de la part des équipes. Comment est-ce que ça s'organise ? Est-ce qu'il y a eu différents plans ? Comment est-ce que vous avez entraîné l'ensemble des commerciaux et les grandes étapes d'acculturation ? Alors, on a identifié, nous, quatre étapes clés en fait, dans la formation des commerciaux au social selling. La première, c'est d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, et c'est important. Et c'est vrai, quand on pense social selling aujourd'hui dans le monde, on pense en priorité évidemment à LinkedIn, c'est un acteur incontournable, mais pas que. Il faut également que les commerciaux soient présents sur Twitter. Donc nous, on les amène d'abord à avoir un profil à jour et correctement rempli sur LinkedIn. Ça, ils le font en général assez bien parce que c'est aussi un outil de gestion de carrière. Par contre, sur Twitter, ils y vont moins facilement. Je vous expliquerai l'intérêt un peu plus tard. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est... donc sur la première phase aussi, c'est d'arriver à publier quand même du contenu assez régulièrement et de se positionner comme des experts dans leur domaine. Parce que si vous marquez commercial chez Microsoft, c'est pas très vendeur. Si vous marquez expert du cloud, ça va certainement beaucoup mieux parler à des gens qui ont ces problématiques-là. Donc, bien se positionner sur ces domaines et aussi publier très régulièrement des informations, des articles relatifs à ce domaine d'expertise. Deuxième phase, c'est vraiment arriver à identifier des nouveaux contacts au sein d'un compte, parce que historiquement, en tout cas dans notre business, on connaissait le directeur informatique. Maintenant, les choses changent, et du coup, arriver à identifier maintenant plusieurs décideurs au niveau du marketing, au niveau de la finance, au niveau des RH, c'est important. Et là, c'est un outil qui peut aider les commerciaux, surtout quand on adresse des grands comptes, parce que ce sont de vastes chantiers. Donc, il y a beaucoup de personnes à connaître. La troisième phase, là, ça va être vraiment écouter, prendre le temps d'écouter toutes ces personnes qu'on a identifiées, d'où l'importance d'aller sur Twitter, qui est un réseau public, et écouter LinkedIn, c'est compliqué. Si vous cherchez des informations sur les updates aujourd'hui, vous allez trouver la discussion sur Twitter. Donc la discussion, elle se passe majoritairement sur Twitter. Donc écouter et attendre l'opportunité de prise de contact. Par exemple, normalement, si nos commerciaux font bien notre travail, vous devriez être tous contactés dans cette salle la première semaine de janvier, parce que ça veut dire que vous avez un intérêt pour des réseaux sociaux, on a certainement quelque chose à vous proposer. Et enfin, justement, la dernière phase, là, c'est quand on a identifié une opportunité de prise de contact, c'est justement de rentrer en relation avec la personne, que ce soit via Twitter, que ce soit par email ou via LinkedIn. Et ensuite, le commercial reprend son travail tel qu'il le connaît de façon plus traditionnelle, avec une prise de rendez-vous, et après, il reprend la main. C'est une dynamique complètement complémentaire. Juste pour rebondir sur le fait que les réseaux sociaux sont aussi un outil de gestion de carrière, et notamment sur LinkedIn, comment est-ce que ça se passe rapidement avec la partie un peu vie professionnelle chez Microsoft et puis vie privée mais professionnelle de l'autre côté? Comment est-ce que vous gérez justement, parce que du coup vous leur donnez de la visibilité en termes justement de carrière, comment est-ce que vous gérez ça? Alors ça, c'est la discussion importante entre les ventes, le marketing et les RH. Effectivement, c'est un partenariat gagnant-gagnant avec le commercial. C'est-à-dire qu'effectivement, il va mettre à disposition de l'entreprise ses propres profils, ses propres réseaux. Donc évidemment, lui, il faut qu'il y retrouve quelque chose. Donc on va l'aider à développer sa présence, donc son expertise et sa présence. Donc potentiellement, il pourra se faire quand même chasser globalement plus facilement. Alors ça, on ne le dit pas trop dans les présentations. Mais après, c'est finalement au RH de gérer la rétention des talents au sein de l'entreprise. Donc ils comprennent plutôt bien ce sujet-là, et ils sont plutôt partie prenante. Et surtout, de la même manière qu'ils le faisaient avant, la force d'un commercial, c'était quand même son carnet d'adresses. Aujourd'hui, c'est pareil. Finalement, son réseau, il va continuer à le développer
développer, à le cultiver. Le jour où il est amené à quitter l'entreprise, il part avec, le réseau ne reste pas à disposition de l'entreprise. Donc finalement, le risque pour le commercial est très faible. J'ai envie de dire, le risque il est plus important pour l'entreprise de voir son commercial partir que l'inverse. Donc ça, c'est plutôt bien compris chez nous. Est-ce que c'est le cas aussi chez toi, Thomas? Alors, de côté AXA, alors nous on a des problématiques un peu différentes. Alors tout d'abord par rapport à la vie privée, vie perso, nous on encourage nos agents généraux notamment à aller sur Facebook, mais pas sur un profil perso, mais sur une page entreprise, de façon à bien dissocier les contenus qui poussent aux clients, mais il ne s'agit pas d'être ami avec ses clients. Les clients peuvent s'abonner au contenu de l'agence, donc c'est des nuances et des spécificités assez différentes. Et dans le cas de nos agents généraux, on est sur des chefs d'entreprise qui restent longtemps dans l'entreprise, c'est leur propre business, leur propre activité qui revendent généralement à la retraite. Donc on a moins cette problématique-là. Et pour les commerciaux salariés, moi ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que généralement, si les gens veulent changer de carrière, veulent bouger professionnellement, ils n'ont pas attendu une formation à LinkedIn sur le sujet pour le faire. Alors justement sur la partie formation, est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement comment ça se passe? Ouais, nous on a vraiment une première étape, mais qui est à mes yeux fondamentale, c'est de s'appuyer uniquement sur nos commerciaux, que ce soit des indépendants ou des salariés commerciaux, qui aient envie d'aller sur les réseaux sociaux pour faire du social selling. On a fait quelques expériences où on prenait tout le monde, on s'est aperçu que ça fonctionnait pas. Il est important de s'appuyer uniquement sur ceux qui ont envie, ceux qui sont moteurs, ceux qui souhaitent et ceux qui veulent. Ça, je préfère le dire parce que la volonté, c'est fondamental et l'envie, c'est indispensable. Et il n'y a pas forcément besoin d'y aller avec tout le monde. Comment est-ce que vous les identifiez, ces gens qui sont déjà... Eh ben, on les identifie assez classiquement, un peu comme Microsoft, par leur activité sur les réseaux sociaux. Quand on en identifie certains, on fait des appels. Est-ce qu'il y en a d'autres de motivés? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rejoindre ce pilote? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rejoindre ce projet? Et les bonnes volontés, généralement, de l'envie, des beaux profils LinkedIn, des beaux profils Twitter, des belles pages Facebook, c'est des gens qu'on va solliciter aussi parfois directement. Alors, je crois que toi, Sébastien, tu as un coach à l'année. Alors moi non, mais les commerciaux oui. Il est d'ailleurs dans la salle, là c'est Damien, si vous voulez lui poser des questions tout à l'heure au cocktail. Oui, nous on a un coach. Alors juste quand même pour revenir sur ce que disait Thomas, la notion de pilote elle est extrêmement importante. Et ce matin quelqu'un a tweeté il n'y a pas de fail, alors je vais vous en donner un bon. On a eu un premier pilote il y a 2 ans sur le social selling et qui n'a pas du tout fonctionné pour 3 raisons. Le premier c'est que c'était initié par les ventes. Et finalement, c'est plus facile pour un expert du social media de comprendre le boulot d'un commercial plutôt qu'un commercial comprendre l'intérêt du social media. La deuxième raison, c'était qu'on avait désigné finalement les social sellers, et ça revient tout à fait à ce que tu disais. Vaut mieux se baser sur la base du volontariat. Et le troisième point, c'est qu'on avait vu ça uniquement par le prisme de LinkedIn, et effectivement, on s'est coupé de pas mal d'opportunités. Donc, hop, machine arrière au bout de 6 mois, on a vu que ça marchait pas, on a tout changé. Le projet a été géré par les équipes social media sur la base du volontariat et effectivement sur un plus grand nombre de réseaux sociaux. Alors nous concrètement, une fois qu'on a fait ce pilote, on a formé l'année dernière 50 commerciaux. On organise ça finalement en 4 sessions qui correspondent à chacune des phases dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis on a un certain nombre de call to action entre chacune de ces phases qui sont espacées de 15 jours. Donc mise à jour du profil et puis envoyer la liste de ces contacts des entreprises qui sont suivies pour pouvoir setuper un peu tous les outils. On a un groupe Yammer sur lequel en fait l'ensemble des participants au programme peuvent échanger. Et puis effectivement Damien qui est le coach. Donc à peu près un coach pour 50 commerciaux, c'est déjà, ça occupe bien les journées. Et effectivement, il est là pour animer le groupe Yammer, il est là pour relancer les commerciaux, pour animer les sessions de formation, puisqu'on le fait une fois en présentiel, on le refait 4 fois par Skype, et on a même une formation express, puisqu'on a fait 4 vidéos, et en 45 minutes, vous pouvez être onboardé sur le social selling. Mais voilà, tout ça demande quand même du travail, et la notion de formation, elle est extrêmement importante, parce que si vous donnez une licence Sales Navigator à un commercial, c'est comme donner un couteau à une poule. Finalement, ça va être très compliqué, donc la notion de formation, elle est extrêmement importante. Du coup, quel est le pourcentage de commerciaux formés sur le social selling ? Alors en France, donc suite à ce pilote, là on est en train de déployer sur 200 commerciaux. Donc on va avoir 25% de notre force commerciale qui sera formée d'ici la fin du mois de juin. Et l'année prochaine, on déploie sur l'ensemble des commerciaux restants, donc 650 commerciaux supplémentaires.
Et te concernant ? Côté AXA, alors on a différents pilotes en cours, dont certains où on est aussi à 25% des commerciaux qui sont formés, d'autres un peu moins, où on embarque petit à petit. Ça dépend en fonction des réseaux Ouais, ça dépend en fonction des réseaux. Ça dépend aussi parce que il fallait faire des tests, il fallait faire des bêta-tests, il fallait essayer des choses, qu'on n'a pas voulu tout lancer au même moment pour bénéficier de retours d'expérience. Alors c'est peut-être nous une approche un peu différente, mais propre au métier de l'assurance. C'est qu'on est sur des complémentarités équipe réseaux sociaux que je représente ici, et de l'autre côté équipe distribution, parce qu'on a des produits nous d'une telle complexité et des distributions d'une telle complexité que c'était important d'avoir les deux apports, des apports très commerciaux, très sales, et des approches très social media, en essayant de conjuguer comme on le peut le meilleur des deux mondes. Alors en préparant ces échanges, tu m'as dit tout ce qui ne se mesure pas n'a pas de valeur. Comment, du coup, quelle est l'importance pour vous d'être accompagné sur du monitoring ? C'était effectivement, je pense que c'était un des sujets clés. On le dit beaucoup en social media. Il faut compter, mesurer. Donc, clairement, le social selling, ça veut dire qu'on suit un certain nombre de forces de vente qui peuvent être assez nombreuses selon les cas. Et du coup, on a un vrai sujet d'outils qui permettent de mesurer. Alors, nous, on est accompagné par un outil spécialisé banque finance qui s'appelle IRC Social, mais enfin, il y en a d'autres. Mais toute la problématique, c'est de pouvoir se dire, on n'est plus sur du déclaratif. Est-ce que tu as posté, combien tu as eu de contacts sur LinkedIn et combien tu as fait d'affaires nouvelles. Alors le combien tu as fait d'affaires nouvelles, ça reste du déclaratif et on est obligé de le demander. Et il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a un faisceau de facteurs. Mais en revanche, pour les deux autres critères, qui sont les critères liés à l'activité sociale, c'est nous, ce qu'on a tendance à préconiser, c'est un rendez-vous égale une demande de mise en relation sur LinkedIn, égale un mail à son contact pour lui proposer de rester en contact avec lui, de devenir fan de sa page Facebook. Donc c'est des choses systématisées. Alors à adapter selon nos commerciaux, mais ça peut être 5 à 10 demandes de mise en relation par semaine. Et puis ensuite, ce qu'on leur demande et ce qu'on suit et ce qu'on monitore, c'est les publications. Donc les publications, on a tendance à dire entre 3 et 5 publications par semaine. Là aussi, évidemment, on a des problématiques de leur mettre du contenu à disposition. L'idée, c'est pas qu'ils deviennent des community managers. On sait que leur force majeure, c'est la vente et c'est là qu'ils ont le plus de talent. Mais néanmoins, on les incite à poster du contenu régulièrement. Donc voilà, ce sont les deux critères qu'on mesure par rapport à des outils. Nombre de contacts, nombre de fans sur la page Facebook et puis nombre de contenus produits. Et puis évidemment derrière, les interactions que ça génère, les classiques taux d'engagement qu'on peut avoir pour les marques, commentaires, likes, partages, choses assez classiques. Alors justement sur la partie production et diffusion de contenu, comment ça s'organise ? Comment est-ce que vous alimentez ces commerciaux ? Alors, comment est-ce qu'on les alimente ? Alors, c'est un point important, on les alimente par un outil. Donc, on leur met une disposition et une bibliothèque de contenu à dispo. C'est un point important. Donc, ça veut dire qu'il leur faut des outils user-friendly, sachant qu'on n'est pas sur des geeks, on n'est pas sur des développeurs. Donc, il leur faut des outils simples où il y a une appli iPhone, une appli iPad, une appli sur desktop assez sympa qui permet en 2 ou 3 clics pour des gens non spécialistes de OK, je vois un contenu qui m'intéresse sur la retraite, sur l'épargne, sur l'assurance auto et je le partage sur un ou plusieurs réseaux sociaux à l'heure de mon choix. Donc ça, c'est une des problématiques. Et ça veut dire aussi que nous, en centrale, dans des équipes marketing, on a des contenus à leur produire, à leur préparer, des contenus prêts, clés en main, snackable, comme on dit dans le domaine de la pub, prêts à partager sur les réseaux sociaux. Et des contenus, ça paraît tout bête, mais des contenus qui sont adaptés au code des réseaux sociaux, parce que sinon, ça veut dire pas de partage. Donc, du coup, la proportion entre contenu produit et curation. Alors, on est sur du test and learn, mais en tout cas, ce qu'on commence à tester pour le moment, c'est du 70-80% en curation, du 20 à 30% en production. Donc, on essaie de trouver le bon mix et on essaie de trouver le bon Graal. Donc, il y avait cet aspect-là. Et puis évidemment, on essaie de plus en plus, même si ça a des coûts, même si c'est des nouvelles compétences. On en a parlé dans une conférence comme celle-ci. La vidéo, ça fonctionne. Twitter vient de le dire. Ça veut dire que pour nos commerciaux, la vidéo, ça fonctionne aussi et l'image, ça fonctionne aussi. Et du coup, on doit s'adapter en fonction de ce critère-là aussi. Du coup, toi, Sébastien, sur la partie monitoring, je crois que vous avez 3 outils qui correspondent justement à 3 démarches. Et puis ensuite, peut-être que tu pourras aussi revenir sur la partie contenu. Comment est-ce que ça se passe chez Microsoft ? Alors, effectivement, sur la partie contenu, nous, on utilise 3 outils. Comme je vous l'ai dit, sur la première phase, c'est vraiment d'aider le commercial à poster du contenu régulièrement. Ça, c'est important pour qu'il existe et qu'il soit reconnu comme un expert. Mais les commerciaux n'ont pas le temps.
de produire du contenu, donc on va leur préparer ce contenu. Ce contenu, il existe déjà dans vos entreprises, donc ne cherchez pas à créer du contenu, il existe déjà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le reshape pour le rendre, comme tu disais, snackable. C'est que ce contenu, dites-vous que le socionaute, il a 5 secondes pour être interpellé sur les réseaux sociaux. Donc en 5 secondes, il faut une petite infographie, une petite vidéo, une phrase catchy qui le ramène vers le livre blanc, la page, le formulaire qui vous intéresse de votre écosystème web. Donc ce contenu, nous on le fait reshaper, donc on a un copywriter et un graphiste qui remettent ces contenus en forme pour attirer l'attention. Ces contenus, on les pousse dans la plateforme Sociable, qu'on utilise déjà depuis 2 ans chez Microsoft France, et qui permet très simplement à l'ensemble des salariés et notamment des commerciaux de pouvoir partager ce contenu très facilement, donc ils n'ont rien à faire. Et par contre, pendant les formations de social selling, ils nous font remonter des contenus qui peuvent manquer, et là on passe la main au marketing qui va produire des contenus ou reshaper des contenus, puisqu'ils existent déjà, relatifs à ce qui leur manque, et notamment sur des marchés verticaux en général. Le deuxième outil, ça vous le connaissez tous, LinkedIn Sales Navigator, qui permet pour nous essentiellement d'identifier des nouveaux contacts au sein des grands comptes. Et puis le dernier outil très important, c'est un outil maison qui s'appelle Microsoft Social Engagement, qui est un outil de social listening extrêmement simple. Alors il y en a plein sur le marché. En quoi le nôtre est le meilleur? Tout simplement parce que c'est le PowerPoint du social listening. C'est-à-dire qu'il est extrêmement simple à utiliser, et plutôt que de centraliser l'écoute au niveau du marketing, on décentralise et on forme l'ensemble des collaborateurs à utiliser cet outil. Donc nous, on set up uniquement les requêtes sur leurs comptes, sur le compte AXA par exemple, on prend souvent en exemple dans les formations, et du coup après le commercial, il est complètement autonome, il va se connecter dans l'outil, il a tous ces insights qui remontent, et il peut faire appel au coach s'il a besoin d'une aide complémentaire en termes d'analyse, mais globalement, il verra l'information et il va rebondir de lui-même pour engager la conversation avec le prospect. Alors, quels ont été les principaux freins dans vos entreprises respectives, justement, pour mettre en place ce social selling ? Alors le frein numéro 1, c'est les outils. Ces outils, on en a parlé, on utilise des outils différents, mais peu importe, ils ont quand même un coût, et ils ont un coût important. Donc ça veut dire que ça pose des problèmes. Quand c'est 10, 20 commerciaux, c'est pas grave. Quand c'est 100, 1000, 10 000, 100 000, ça peut vite commencer à chiffrer. Donc il y a une problématique de coût. Il y a une problématique de rentabilité. Quel ROI j'arrive à avoir sur les réseaux sociaux. Donc c'est toujours des cas assez difficiles et des cas assez compliqués. Donc nous, on a une vraie problématique d'identifier le ou les top guns qui vont, pendant la durée du pilote, faire le nombre d'affaires nouvelles, le nombre de nouveaux business, le nombre de nouveaux contacts fondamentaux, et on essaie de s'appuyer sur eux et d'en faire des success stories, de construire des success stories qu'on va ensuite diffuser plus largement pour donner l'envie aux autres de rejoindre ces nouvelles méthodes de vente. Effectivement, le coût, ça peut être un frein. Alors j'ai fait l'exercice avant de venir. Au maximum, on estime que c'est 300 € par mois et par commercial pour se lancer dans le social selling. Mais fourchette vraiment haute. Nous, on est bien en dessous de ce prix-là. Donc du coup, la question du ROI, finalement, quand on se dit 300 € par mois, est-ce que le commercial il va réussir à générer cette valeur? Certainement que oui. Mais effectivement, comme tu le dis, quand on arrive à 800 commerciaux, ça commence à vite chiffrer et on peut être challengé par son comité de direction. Le deuxième, c'est évidemment l'adoption par les commerciaux. Donc, comme tu disais, identifier pendant le pilote les top guns qui vont devenir des ambassadeurs et finalement qui vont faire les 4-5 affaires qui vont générer quelques millions d'euros pour démontrer que finalement la méthodologie elle est plutôt pas mal. Et chez nous, ça a bien marché. D'ailleurs, maintenant, ces gens-là sont devenus managers. Donc il faut les engager. Pour eux, faut leur expliquer que c'est pas du travail en plus, mais c'est de travailler différemment et que l'utilisation des outils, c'est pas plus compliqué que d'utiliser Outlook pour envoyer un mail finalement. Donc c'est quand même assez simple. Et puis la question du ROI, effectivement, mais on en a parlé, quelques affaires et ça peut aller très très vite. Et enfin, c'est après la rétention de l'information, parce qu'effectivement, vous allez récupérer de la data sur LinkedIn et sur Twitter. Vous ne pouvez pas les importer automatiquement dans votre CRM. Les commerciaux n'ont pas forcément le temps de rentrer ces informations dans le CRM. Donc du coup, une fois que vous arrêtez votre abonnement ou que le commercial quitte l'entreprise, finalement, la data, elle est pas conservée dans le CRM de l'entreprise. Et c'est aujourd'hui quelque chose, évidemment, sur lequel il faut plancher. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler quand est-ce que vous avez commencé à lancer le social selling ?
Alors aux US, ça a commencé il y a 3 ans. En France, on a commencé il y a 2 ans par ces 2 pilotes, donc le mauvais et puis le bon. Et là, on a démarré la nouvelle fiscale donc au mois de juillet où on onboard 200 nouveaux commerciaux. Mais ça peut aller en fait assez vite, hein. Comme je disais, on a tourné 4 vidéos avec Damien et en 45 minutes, notre commercial, s'il est motivé, on lui active ses licences. Il regarde 45 minutes de vidéo et après, il a toutes les clés pour y aller. Donc ça peut aller extrêmement vite. Nous, les cycles de formation fonctionnent sur des promos de 50 personnes. C'est les 2 premiers mois de chaque trimestre, parce que le dernier mois, c'est le closing, et là, ils n'ont pas le temps de faire de la formation. Là, justement, ils mettent en application ce qu'on leur a appris pour accélérer leurs opportunités business. Alors, même si aujourd'hui, il est difficile de suivre justement le ROI par rapport au CRM, est-ce que tu as quand même une échelle, en tout cas, parce que concrètement, est-ce que ça vous génère plus de ventes? Quels sont les retours sur ce dispositif? Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué à mesurer. Bon, il y a des chiffres qui sont donnés un petit peu par tout le monde. Nous, ce qu'on aime faire, mais j'aime pas trop prendre cette métrique parce qu'elle est pertinente. On prend le groupe qui est équipé finalement de licence Sales Navigator et de l'ensemble du package Social Selling et la population commerciale qui ne l'est pas. Et ce qu'on constate, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet, mais ce qu'on constate, c'est que les personnes qui sont dans le programme génèrent 1,7 fois plus d'opportunités business que ceux qui n'en sont pas équipés. Ce qu'il en est pour toi, Thomas ? Dans le domaine de l'assurance, on a le même genre d'exemple qui nous viennent souvent des US avec les commerciaux équipés qui font 2 fois plus d'affaires, mais une fois de plus, en termes de retour d'expérience, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on y est. On n'a pas encore des éléments aussi précis et aussi tangibles pour donner ces informations-là. Il est clair qu'en revanche, on a ces Top Gun et on a des gens qui sont effectivement très à l'aise avec les réseaux sociaux et qui, c'est étonnant, nous, on a l'habitude de commencer par des formations d'une journée avec une dizaine de nos commerciaux. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire et c'est amusant, on est sur des choses, des formations en mode training et on voit tout de suite à la fin de la journée qui va en quelques semaines faire ses affaires nouvelles, ça se voit tout de suite. On voit des gens qui, ça fonctionne tout de suite, ils s'approprient l'outil et je dirais qu'ils s'approprient l'outil en termes d'orthographe et de grammaire des réseaux sociaux pour de la prospection et ils se réapproprient, ils connaissent leur métier de commerciaux, ils l'adaptent juste aux réseaux sociaux. Est-ce que l'âge est un facteur déterminant dans l'appropriation des outils ? Eh ben, on se rend compte que pas tant que ça en fait. On a plutôt des plus jeunes et plutôt les jeunes promotions, c'est forcément, ils sont forcément là-dedans, ils arrivent avec forcément un profil LinkedIn et ça fonctionne très bien. Et on a en revanche des patrons d'agences, des agents généraux comme on les appelle chez nous, qui sont parfois qui ont plus de maturité, qui peuvent avoir une 50aine d'années, mais qui se disent mon agence doit monter là-dessus parce que c'est demain si je veux driver du trafic en point de vente, il va falloir que je passe par ces nouvelles méthodes pour continuer à avoir du flux dans mes agences. Donc il y avait ce côté où on a beaucoup pensé que c'était les plus jeunes et puis on se rend compte qu'on a des plus mûrs qui sont peut-être moins à l'aise sur les outils, néanmoins ils ont des équipes et puis ils ont la conviction que c'est indispensable. Alors par rapport à ton retour d'expérience, justement, est-ce que tu peux donner 1 ou 2 conseils aux personnes présentes dans la salle qui ont besoin aussi d'embarquer les équipes de commerciaux sur le social selling? Alors mes conseils, ça va vraiment être d'y aller. D'y aller, ça veut dire de tester, de faire des tests avec des populations cibles, des pilotes, des 30, des 20, des 40, des 50, en fonction de vos structures, en fonction de vos entités, parce que c'est pas toujours facile et on n'a pas toujours la taille critique. Je pense que l'aspect test, il est extrêmement important. Je pense qu'il est aussi important pendant ce test de les suivre, de les monitorer. Il y a eu pendant quelques années un peu de strass et paillettes autour du social media. Il y en a de moins en moins. Il ne faut pas reproduire ce schéma-là sur de la vente. Donc là aussi, être extrêmement concret, suivre des indicateurs, mesurer, accompagner et monitorer l'activité. Je pense que c'est vraiment des choses fondamentales. Donc test and learn et KPI, suivi, monitoring. Sébastien ? Oui, effectivement, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes persuadé de l'intérêt des réseaux sociaux et qu'il est possible d'avoir un ROI. Moi, ça fait 16 ans que je fais du marketing digital et honnêtement, il n'y a rien de plus puissant que les réseaux sociaux pour toucher vraiment la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc il faut y aller. Après, effectivement, la démonstration elle va être compliquée. Donc faire des pilotes, faire des tests, parce que ce qui marche peut-être chez nous va marcher un peu différemment chez vous. Donc essayez de commencer à dealer un pilote avec votre comité de direction, le cas échéant. Et puis, bien sûr, amenez-moi votre comité de direction. Je me ferai un plaisir de discuter avec eux chez Microsoft pour les accompagner dans cette démarche. Il n'y a pas de problème.
Et du coup, rapidement, la prochaine étape, mis à part former l'ensemble des commerciaux? La prochaine étape, en termes de social selling ou social media global, après, c'est vrai que nous, on essaye quand même on aimerait bien coupler le média avec le social selling. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aimerait bien que, par exemple, si un de nos commerciaux va contacter quelqu'un de chez AXA, on aimerait bien que cette personne-là, qu'on cherche à contacter, soit exposée à des publicités sur LinkedIn ou autres, en relation avec ce qu'on pourrait lui apporter. Et ça, aujourd'hui, c'est pas possible. On a parlé beaucoup de retargeting publicitaire, de social CRM. Ça, c'est des sujets sur lesquels on planche. On a commencé à plancher, on est en pilote cette année sur ces sujets-là. Et l'année prochaine, on va certainement aller beaucoup plus loin, puisque le social selling, l'année prochaine, chez Microsoft, sera entièrement piloté depuis les États-Unis. Très bien. Merci beaucoup à vous deux pour ces échanges.